En belle bouche fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, seul bagaille pour dire, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Depuis le 29 août dernier, le Grand Orient de France a un nouveau grand maître, Daniel Keller. Il a été élu d'une manière fracassante et il ne pouvait pas faire autre chose que de venir en Martinique, venir voir une des loges les plus importantes. Alors, Daniel Keller, bonjour, mais êtes-vous un homme pressé ? Je ne suis pas un homme pressé parce que la franc-maçonnerie ne se construit pas dans la précipitation. Voilà. Mais néanmoins, quand on regarde votre parcours, c'est le parcours c'est un parcours sans faille qui se fait très rapidement. Vous entrez au Conseil de l'Ordre en 2013 et quelques temps plus tard, tac, vous êtes grand maître. Vous changez l'idée un petit peu que l'on avait de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire cette institution très très lente, discrète, même pas discrète, secrète, pour aller au-devant des médias, vous exprimer en tant que grand maître. Donc voilà. Quel est le style Keller? Le style Keller, disons que je me suis beaucoup investi dans la vie de mon obédience et donc un certain nombre de frères ont souhaité me soutenir dans le projet que j'ai partagé avec eux. Donc c'est comme cela que cela s'est matérialisé et s'est concrétisé au fil des années, me conduisant aujourd'hui à effectivement présider le Conseil de l'Ordre de l'Obédience et d'être le grand maître du Grand Orient de France. Pour le reste, je crois qu'il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation, pour revenir à votre commentaire de départ. Je crois qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui d'un Grand Orient qui retrouve sa capacité d'anticipation, sa capacité créatrice, sa capacité à produire des idées. Donc c'est le sens du message que je délivre chaque fois que j'en ai l'occasion, et c'est le sens du travail auquel j'invite toutes les loges du Grand Orient de France. Alors je suis très heureux de venir à la Martinique ces jours-ci parce que c'est mon premier déplacement en dehors de métropole. Et il était important pour la franc-maçonnerie française de rappeler toute l'attention et tout le soin que le Grand Orient porte à la franc-maçonnerie ultramarine, je dirais, et bien entendu à travers la Martinique. Je salue aussi nos frères de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, et puis plus lointainement aussi les frères de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs, que l'on n'oublie pas, même s'ils sont géographiquement éloignés. Lors d'une interview à un forum, vous avez déclaré que le Grand Orient doit pratiquer un lobbying positif. Qu'est-ce à dire ? Je crois que le Grand Orient doit démontrer sa capacité à produire des idées et à se faire entendre de la société dans laquelle nous vivons, et le cas échéant, se faire entendre de ceux qui nous gouvernent, quel qu'il soit. Voilà, c'est ça l'idée sous-jacente à cette expression. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Les francs-maçons doivent manifester de l'audace. Nous sommes porteurs de valeurs, nous sommes porteurs d'idées que nous devons expliquer, que nous devons développer, et c'est comme cela que le Grand Orient de France retrouvera l'écho qu'il a pu avoir dans les décennies passées. Donc, par exemple, là vous êtes chez nous dans la Caraïbe. Lors toujours d'une interview, vous avez abordé le problème du concordat.
en disant qu'il était navrant, regrettable que le concordat soit toujours appliqué, en dépit de la séparation de l'Église et de l'État, soit toujours appliqué dans certaines régions de France, Alsace, Moselle et Guyane. Alors, pour mémoire, le concordat, c'est pratiquement, ça veut dire que les hommes d'église, de culte, sont payés par l'État. Alors, quid, nous sommes en Guyane là. Comment ça va se passer? Parce qu'ils ont sûrement entendu et... Plus le temps passe, plus je suis convaincu que la laïcité sera l'épine dorsale de la société de demain. Donc on ne doit pas avoir honte d'être laïque. Et le message que je cherche toujours à faire passer, c'est que nous ne devons pas être des laïcs timorés. Il y a des symboles. Parmi ceux-là, le Grand Orient de France revendique depuis un certain temps déjà une journée nationale de la laïcité. J'ai repris cette demande parce qu'elle me semble importante. Parmi les évolutions qu'il faut effectivement envisager, il y a la question de la survivance du régime concordataire dans certaines parties de la France. La question n'est pas le tout ou rien. Je pense qu'il y a une façon sage de progressivement organiser l'extinction de ce régime concordataire. Et dans un premier temps, il y a là encore quelques mesures symboliques qui ont leur importance. Est-il normal qu'en France, sur certaines portions de nos territoires, le délit de blasphème continue d'exister? Je vous pose la question, je pense que vous avez la réponse. Bien sûr, bien sûr. Alors, autre chose dont on parle beaucoup ces temps-ci dans notre région, le problème de Saint-Domingue. Il y a quelque temps, le gouvernement de Saint-Domingue a décidé d'expulser ces travailleurs d'origine haïtienne qui étaient là depuis les années 1929, en refusant de leur donner la nationalité de Saint-Domingue. Bon, il faut savoir que de 1929 à maintenant, il y a à peu près, il y en a qui sont depuis 5 générations, okay, qui sont à Saint-Domingue, donc ils ne sont plus haïtiens. Mais on les renvoie par fourgon. Alors, quel peut être le sentiment du grand maître à ce sujet? Le Grand Orient de France, chaque fois que la dignité humaine ou que les droits de l'homme, au sens noble du terme, sont mis en cause, a vocation à se faire entendre. Donc j'ai bien noté la remarque que vous faites. C'est vrai que nous sommes en France très attachés au droit du sol. Et quelque part, ce que vous m'expliquez montre que ça n'est pas partout appliqué, évidemment, comme nous le souhaiterions. C'est notre rôle aussi, le cas échéant, d'interpeller ceux qui nous gouvernent quand il y a des injustices criantes ailleurs dans le monde. Vous évoquez aujourd'hui la situation des Haïtiens vivant à Saint-Domingue depuis plusieurs générations. Je pourrais prendre un autre exemple géographiquement plus proche de nous, qui est la remise en cause de l'IVG en Espagne aujourd'hui, qui pourrait être, si ce projet aboutissait, un vrai recul pour les droits des femmes. Donc voilà des questions dont on ne peut pas se désintéresser. Et je dirais que le rôle de la franc-maçonnerie, c'est aussi de bien prendre en considération le fait que nous sommes dans un univers qui ne cesse de se transformer et de bouger, et on ne peut pas travailler simplement à l'abri de nos temples sans regarder ce monde dans lequel nous sommes. Donc, redevenir un peu opératif. Oui, être opératif, c'est-à-dire... moins spéculatif tout au moins. Bon, je ne crois pas qu'il faille opposer ces deux catégories. Simplement, nous avons besoin d'être vigilants par rapport à l'univers dans lequel nous nous trouvons, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international. Et nous avons aussi pour mission de défricher l'avenir. Hein, je dis bien de défricher, non pas de déchiffrer. De défricher l'avenir pour finalement savoir anticiper quels seront les grands enjeux dans 10 ou 15 ans qui structureront nos sociétés. C'est ça le rôle de la franc-maçonnerie. Alors, bon, entre autres choses, Daniel Keller va faire une conférence demain
à 18 h au temple de Tartanson, le thème l'humanisme, un humanisme républicain, c'est ça? Une espérance pour le XXIe siècle. Par cette question, je veux sensibiliser toutes celles et tous ceux qui seront là demain soir sur l'idée que la franc-maçonnerie n'est pas un engagement du passé. C'est au contraire un engagement de l'avenir. Et au XXIe siècle, la franc-maçonnerie a certainement devant elle une nouvelle jeunesse. Voilà. Et donc ce sera le sens un peu du message et de tout l'intérêt qu'il peut y avoir à s'intéresser à la franc-maçonnerie, à s'engager dans la franc-maçonnerie, à finalement travailler selon les méthodes et les rituels qui sont les nôtres. Et alors, mais vous avez quand même, on remarque deux thèmes, c'est humanisme, républicain. Quid? Humanisme républicain, parce qu'on a pu penser que ces notions étaient définitivement acquises et on s'aperçoit qu'il n'en est rien. L'humanisme et la République sont des conquêtes. Ce sont des conquêtes qu'il faut toujours préserver, qu'il faut toujours promouvoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est interdit de s'assoupir parce que on traverse une période de crise de la République dont on doit avoir conscience, non pas pour s'en lamenter, mais pour agir et pour inverser le cours des choses. Crise également de l'humanisme, où la notion de dignité de l'homme est un peu perdue de vue. Vous l'évoquiez en faisant allusion à ce qui se passe à Saint-Domingue aujourd'hui. Le franc-maçon est toujours là où l'être humain est mis en danger. C'est le sens de son engagement. En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis à un pays comme ça, c'est le bagaille poudi, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.